Ils ont pris le contrôle du livre quand ça les arrangeait et quand ça les dérangeait, ils ont abandonné. Navratilov assure que pour prouver son innocence en jugement, il devra dévoiler plusieurs secrets de la Skull and Bones. Par la suite, Navratilov a reçu une lettre du plus puissant bondsman du monde, le vice-président des États-Unis. Cher ami, merci beaucoup de m'avoir envoyé la dernière parution. Je la lirai avec fierté. J'apprécie votre sérieux. Avec mes meilleurs vœux, sincèrement, George Bush. Navratilov ajouta sa propre touche de conspiration à cette lettre. Le but de cette lettre, ainsi que des suivantes, était fait pour nous donner l'impression que Bush pourrait personnellement intercéder auprès de Yale et faire stopper ces accusations. Navratilov croit que Bush voulait résoudre ce cas le plus rapidement possible, afin que les secrets de Skull and Bones ne soient pas dévoilés au grand jour. Il a écrit à Bush en essayant de suggérer qu'il ne révélerait pas les secrets si Bush prenait position pour lui. Bush, à l'aide d'une série de lettres, répondit qu'il ne pouvait pas agir en tant qu'intermédiaire. La dernière lettre de la série était comme un signe pour dire qu'ils avaient pris leur décision et qu'à ce moment de l'affaire, ils ne pensaient pas que tout cela irait bien loin. Les arguments de Navratilov à propos de Skull and Bones n'ont pas été persuasifs. Au printemps de 1986, Navratilov perdit son dernier appel. Il redonna le livre aux étudiants de Yale et quitta New Haven pour de bon. Est-ce que Bush, un ancien directeur de la CIA, a fait une subtile tentative, par le biais d'une lettre apparemment inoffensive, pour proposer un arrangement qui permettrait de protéger les secrets de Skull and Bones? Absolument pas, dit Herb Parmet, l'un des historiens les plus respectés du pays et le biographe personnel de George Bush. Il n'y a rien dans cet échange de lettres qui ne soit autre que civilité. C'est typiquement George Bush. C'est le genre de choses que j'ai vues dans tous les échanges de lettres. L'une des dernières choses qu'il avait en tête aurait été d'essayer de corrompre un homme qui avait pris le contrôle d'une revue de la librairie de Yale. Il a imaginé la fortune qu'il pourrait se faire et a envoyé une lettre courtoise, mais de là à suggérer quelque chose d'autre est faux. Quelques théoriciens sur la conspiration, en plus d'être persuadés que les Skull and Bones ruinaient le magazine littéraire de Yale, voient les membres de cette société comme des gens aisés, les soldats influençables d'une guerre secrète du pouvoir. Ils ont attiré l'attention de feu Avril Harriman, le financier et diplomate, produit d'une vieille et riche famille, l'exemple par excellence du pouvoir absolu des bondsmen. Mais aujourd'hui, seulement quelques élèves Bones sont à classer dans cette catégorie. Eddie Santiago, un avocat de Chicago, un élève de la classe de Skull and Bones de 1982, n'a pas passé son enfance entre les écoles et la maison de ses parents. Mon père travaillait dur à la métallurgie, à Southworks. Je suis un gars de Chicago depuis toujours. On n'a jamais quitté la région. Je faisais partie d'un gang quand j'avais 12-13 ans. Je me suis même fait arrêter pour détention d'armes à feu. Santiago caractérise Skull and Bones comme une société de conférences et croit qu'ils l'ont engagé parce qu'ils pouvaient exprimer un seul point de vue. Je pense qu'ils m'ont vu comme un de ces candidats qui étaient capables de s'exprimer chez les radicaux pendant les débats, parce que j'étais très radical quand ils m'ont recruté, et en fait radical, j'étais carrément marxiste. Santiago pense que chaque théorie sur un sinistre bondsman de haut rang est ridicule. Le fait est qu'il y a des membres importants dans l'industrie et dans la justice et dans d'autres secteurs qui parlent très bien et pensent beaucoup de bien de cette habilité à sélectionner une partie des meilleurs cerveaux du pays. Santiago révéla que lorsque ces cerveaux se réunissaient à la tombe, ils enlevaient leurs montres et arrêtaient les horloges pour signifier que le temps s'arrête quand le club est en réunion. Les télévisions et les radios sont interdites. Il a également révélé qu'à l'intérieur de la tombe, ils perdent leur vrai nom. D'autres bondsmen ont divulgué que derrière les portes closes, il n'est pas permis de boire de l'alcool, et qu'à l'intérieur de la tombe, les membres utilisent des pseudonymes pris dans le roman du XVIIIe siècle écrit par Laurence Sterne, Tristan Shandy. Selon un bondsman, la plus grande partie de ce que font les membres à l'intérieur de Skull and Bones est de raconter leurs histoires personnelles.
Croyant que leurs mots vont rester secrètement gardés pour toujours, leurs histoires sont supposées atteindre les sommets de l'honnêteté. J'ai divulgué les choses qui se sont passées dans ma vie, dont je n'avais jamais parlé auparavant. Le genre de secrets qui font mal. Le secret de l'organisation et de l'environnement qui vous entoure permet de devenir plus sincère et honnête avec tous les autres membres de l'organisation. Le psychologue de l'université de Harvard, William Pollack, pense que le secret n'a pas pour unique fonction d'encourager l'honnêteté, mais qu'il a d'autres effets. Les secrets sont des engagements intangibles entre et contre les membres. La façon dont l'homme s'accroche à l'autre est parce qu'il s'accroche d'abord à un secret. Certains observateurs de la psychologie sociale pensent que chaque fois que l'organisation mondiale change, les sociétés secrètes d'hommes évoluent. Les rituels d'une précédente société secrète sont souvent réorganisés. Ils pensent au mouvement Iron John. Lorsqu'ils vont dans la brousse, tapent sur des djembés et se rencontrent dans des loges humides, normalement c'est une sorte d'engagement, et c'est comme cela qu'ils l'appellent. Il existe une sorte de mysticisme, essayant de recréer les rituels primitifs et les cérémonies religieuses ancestrales. Les barrières entre les hommes et les femmes sont tombées parce que les experts avaient prédit chez l'homme un besoin moins accru de fréquenter les sociétés secrètes. Aussi, en 1991, Skull and Bones a été d'accord pour inclure les femmes dans l'organisation. Visiblement, elles partagent les opinions des hommes par rapport au secret, mais leur arrivée signale un changement fondamental dans l'expérience des Bones, une adaptation à l'époque. La nouvelle génération d'hommes est toujours aussi confuse à propos de la définition de devenir un homme. Ils posent plus de questions publiquement, ils sont plus disposés à s'engager, à montrer leur incertitude, et se confient plus à la femme, qui est une partie du processus de la définition de la masculinité. D'un autre côté, les francs-maçons américains, ayant dépassé 65 ans, sont plus attachés aux traditions exclusivement masculines. Faire partie d'une société secrète n'est pas en soi une mauvaise chose. Cela devient mauvais si la finalité est de nuire aux autres. Mais si le but est de se protéger soi-même, de trouver sa masculinité ou alors de passer le cap de l'adolescence, cela peut être une chose très positive et quelque chose de nécessaire. Les hommes auront-ils toujours besoin de trouver un endroit pour s'exprimer entre eux? Oui, probablement. Et est-ce que ces endroits doivent être rituels? Peut-être. Berceau supposé de conspiration criminelle, de la prétendue origine des affaires mortelles, soi-disant tout-puissant manipulateur de tous les temps, les sociétés secrètes existent aujourd'hui pour fournir à leurs membres un endroit chaleureux où le secret et le rituel font que d'une façon inexpliquée, cela conduit les membres à adopter une honnêteté sans borne avec leurs camarades et avec eux-mêmes.